Hop. Bon. 1, 2, 1, 2, vous nous entendez? Moi j'espère. Je viens de commencer à enregistrer. Ah. Eh oui, on est toujours là, vous n'êtes pas encore débarrassé de nous. Attends. Jérémy. Oui, Mathieu. Générique? Ah. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Comment ça va pour ce numéro 5 du Ciné TFM à l'intérieur? Déjà 5 ans. Oh, non, 5 numéros. Ah, 5 mois, on va dire 5. Parce qu'on n'est pas très régulier en ce moment. Voilà, mais bon. On avait des excuses pour le mois et demi qui vient de passer. Ah oui. Le greffe, tout ça. Calcul rénal, enfin, on a tout eu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. De bonnes fêtes. Que Papa Noël vous a gâté. Oui, même si le dernier numéro a été enregistré après, donc normalement. Après, mais on ne sait pas, ce que quand vous l'écoutez, ça se trouve, vous l'écoutez à Noël 2021, voire 2022. Parfois. Vous avez compris, vous écoutez le numéro 4 à Noël prochain. Voilà, sinon c'est trop tard. Donc bienvenue dans ce ciné fermé l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite dans le. Est-ce qu'on parle de notre dossier du bas du jour ou pas du tout? Ah, alors on va peut-être pas donner tout de suite le nom, mais on peut peut-être. De toute manière, vous l'avez dans le nom du podcast, hein, donc. Oui. Bon, on va parler du boiteux le plus célèbre du cinéma. Oui, Kaiser sautait. Voilà, il est boiteux mais il saute. Donc, ou le diable, comme on le verra certainement plus tard. Tout de suite, on va peut-être commencer par des news. Des news. Allons-y alors. Mais avant toute chose, on a oublié l'essentiel. Ah oui, c'est vrai. À la vôtre. Oh, c'était sonore, c'était bien. Alors, qui commence? Je commence. Et qui a le plus à de toi news l'honneur. Alors on va commencer par une petite news sympathique. Est-ce que vous connaissiez la série des Chucky, jeux d'enfants? Oui, bien sûr. Vaste série de films qui a eu le droit le malheur plutôt, un remake que j'ai détesté l'année dernière. Sachez. Bouh. Comment ça Non, je fais. Comme c'était pas bien, je fais bouh. D'accord, tu fais bouh. Alors, alors sachez que il y a eu un remake, mais ils vont quand même revenir à l'histoire entre guillemets originale, enfin faire une suite au cinéma original, mais en version série. Voilà, donc. Oh là là. Donc c'est Antitude News qui nous l'apprend. Voilà, donc c'est la chaîne Sci-Fi qui va nous proposer cette chose-là, et les scénaristes de l'original, Don Mancini, seront présents. Donc ça augure de bonnes choses pour la suite. À toi. Ah, merci pour ce jingle. On vous dévoilera d'ailleurs bientôt une petite nouveauté. On a une petite nouveauté. Voilà. Alors, deux petites news du coup, c'est les Beastie Boys qui vont revenir à l'écran. C'est un documentaire de Spike Jonze. Voilà, donc Spike Jonze, excellent réalisateur, qui a fait des films comme Adaptation, Dans la peau de John Malkovich, Her, très très bon, très beau film, et Max et les Maxi Monstres, qui est très bon, très belle. bon. Alors, sur Max et les Maxi Monstres, on fait déjà des digressions. Quand on voit aujourd'hui à quel point les réals ont du mal à adapter des bouquins de 500 pages, et lui, il est capable de faire un superbe film d'1h45 à partir d'un bouquin de 16 pages avec des grosses images et 3 lignes de texte. Voilà, mais il y a Max et Maxi Monstre de Sendak, l'auteur. C'est ça. Il y a quand même tout un sous-texte qui est vachement intéressant, qui est peut-être plus intéressant que l'intégralité de Twilight. Voilà. Et en tout cas, les créatures numériques sont toujours de meilleurs acteurs que Kristen Stewart. Ouais, c'est facile. Donc Spike Jonze, qui avait réalisé il y a 26 ans le clip Sabotage des Beastie Boys, il va de nouveau collaborer, enfin il a en fait déjà collaboré avec les Beastie Boys l'an dernier,
Il a mis en scène en fait quelques dates d'un live show au Brooklyn Kings Theatre. Et donc voilà, il y a une espèce de montage qui entrecoupe, voilà, des anecdotes, des images d'archives et des extraits du spectacle, un peu sous une forme un peu hiérarchique, voilà, vraiment de leur début dans le punk jusqu'à leur percée et la célébrité dans le hip-hop. Donc voilà, c'était un spectacle joué devant un public amateur. Et donc, comme les Beastie Boys de toute façon ne font plus de concerts maintenant que le MC, le troisième de la bande, est décédé, Adam Yauch, donc ils sont vraiment sur la mode d'un filon nostalgique. Donc voilà, il s'agit vraiment d'un live qui va être donc un peu entrecoupé de scènes d'archives. Il y aura aussi donc le bouquin du documentaire réalisé par Spike Jonze et qui retrace toute l'histoire du groupe. La sortie sera en avril sur Apple TV. Alors, tu me parles de filon nostalgique. Est-ce que ce sera plus ou moins bien que Star 80 ? Bon, je pense que de toute manière, Star 80, ce sera toujours mieux que tout. Alors, on va revenir aux Oscars. On va peut-être faire un épisode à un moment, ou en tout cas, on va sûrement parler des Oscars et des Césars. Alors, sachez que c'est Première qui revient là-dessus. Sachez que Martin Scorsese, donc le grand habitué des Oscars, a fait nommer plus d'actrices que d'acteurs. C'était la news MeToo du jour. Donc Martin Scorsese, contrairement aux apparences, n'est pas uniquement un réalisateur d'acteurs, c'est aussi un réalisateur d'actrices et de très bonnes actrices, parce que dans le lot, on a quand même on a quand même je suis en train d'essayer de me rappeler Margot Robbie, on a Sandra Bernhard dans La Vase des Pantins. On a Jodie Foster, on a quand même beaucoup de bons réalisateurs beaucoup de bonnes actrices qui ont, j'en bafouille, je suis désolé, je suis à ma troisième bière, qui ont été nommées grâce à Martin Scorsese. Donc il fallait le noter, et il faut le noter que Martin Scorsese n'est pas un gros misogyne. C'est tout pour moi. Des nouvelles du duo Alexandre Bustillo et Julien Maury. Voilà, qui avait un peu fracassé le genre à la française avec À l'intérieur, ultra gore. Ultra bon. Ultra bon. Un essai un peu plus spécial, mais très intéressant, mine de rien, Livide, qui exploitait vraiment quelque chose d'original. Avec Marie-Claude Pietragala. Et Catherine Jacob. Oui. Voilà, La soif de l'or, remember. On s'en souvient tous. Donc Maury et Bustillo sont de retour avec un nouveau film qui va s'appeler, alors en tout cas dans la version anglaise, The Deep House. Et donc c'est une sorte d'histoire de maison hantée, mais au fond d'un lac. Ça raconte l'histoire d'un couple de plongeurs, d'explorateurs sous-marins. Voilà, c'est un peu leur job, ils font un peu des podcasts, des vidéos là-dessus. Et donc ils se rendent en profondeur et ils découvrent une sorte de maison abandonnée dans laquelle ils vont comprendre que cette maison a été le lieu d'horribles crimes, et ils vont se retrouver prisonniers là-dedans, avec évidemment la réserve d'oxygène qui descend. Donc voilà, c'est James Jagger et Camille Rowe qui vont interpréter les deux rôles principaux. Et le film va sortir en France en 2021 grâce à Apollo Films. Donc une très bonne nouvelle. Alors, moi je vais enchaîner. Tant qu'ils font mieux qu'aux yeux des vivants. Mais il y avait quand même 2-3 idées dans aux yeux des vivants. Il n'y avait pas d'histoire, mais il y avait 2-3 bons plans et de bonnes idées. Donc non, il faut le défendre. Alors... là, je vais prendre 2 news et les regrouper en une seule. Alors, c'est la folie des remakes. Sachez qu'il y a une nouvelle version de The Thing qui est actuellement en préparation. En préparation, voilà, donc par Universal et Blumhouse, le spécialiste de l'horreur actuellement. D'ailleurs, c'est une maison Bloom adossée à la colline. Ça mérite l'inauguration d'un jingle. Allez, hop.
Voilà, le jingle spécial blague nulle. Voilà, de Christophe Lambert. Donc voilà, donc c'est donc écrit par John je ne sais plus où j'en suis, donc c'est pas grave. Je connais donc, pas, mais qui est John John Bettencourt qui a écrit un bouquin en 2018 sur le sujet. Mais là j'étais en train de m'embrouiller sur mes trucs. Donc sachez que The Thing va revenir sous les yeux de Blumhouse, et donc c'est une nouvelle double news comme je vous l'ai annoncé, puisque The Crow va avoir droit à son reboot aussi. Alors, vous vous souvenez de The Crow, le premier film en tout cas qui est resté célèbre par la mort de Brandon Lee, son acteur principal, suivi de 2 suites, dont un avec Vincent Perez, qui était pas si mauvais, faut arrêter. Et ça mérite qu'on s'y penche. Ça mérite qu'on s'y penche. Ça mérite qu'on s'y penche. ainsi que le troisième, que je me souviens surtout pour les scènes de... J'avais 12 ans quand je l'ai vu, il y avait des scènes en boîte de nuit avec des filles au sein nu, ça m'avait très marqué, mais il n'y avait que ça qui m'avait marqué. Ça explique tout. Voilà. Et donc voilà, donc The Crow. Il y avait aussi une série. Putain, la série, oui. Bon, alors, on repacte tout. The Crow, nouvelle monture, donc cette fois-ci réalisée par Corinne Hardy. Donc Fils de non, pas Fils de. D'accord. Non, pas Fils de. Voilà, donc c'est Empire qui a fait l'annonce, et je crois qu'il y avait... Voilà, donc The Crow, de retour, ça va être sûrement intéressant, à défaut d'être bien. Mais c'est produit par Samuel Adida. Oui, mais bon... non, je ne partirai pas là-dessus. J'ai pas souvenir d'avoir vu son nom associé à des chefs-d'œuvre en fait. Non, jamais. Non, oui, mais il me fallait une news. Et puis t'as The Crow, et puis t'auras forcément des filles au sein nu. Voilà. Avec Iggy Pop, si possible. Iggy Pop est toujours en vie, lui. Iggy Pop au sein nu ? Ah oui. Oh. Alors, news suivante, c'est Matthew McConaughey et le créateur de True Detective qui vont se remettre à travailler ensemble. Donc, c'est un nouveau projet de série. Ouais. Donc on parle de la saison 1 de True Detective. Hein. Un nouveau projet de série qui va s'appeler Redeemer. Et donc, voilà, Nick Pizzolatto, le créateur de True Detective, ils retravaillent ensemble donc, pour le projet de série Redeemer. Qui a été signé par Fox 21 Television Studio et FX. Et il s'agit donc, voilà, donc c'est l'histoire d'un croyant pratiquant qui est garde de sécurité et qui se retrouve pris dans une conspiration criminelle après avoir commencé des recherches sur une femme disparue au Texas. Alors, donc une news un petit peu compliquée parce qu'on va parler d'une news judiciaire. Est-ce que vous connaissez l'affaire Hireden LLC ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, donc c'est une grosse affaire qui est en train d'avoir lieu aux States. C'est une grosse commission ? Non, ce n'est pas une grosse commission. Alors pour vous remettre dans le contexte, Reardan LLC est une société qui était basée à la Silicon Valley par Steve Perlman qui avait créé un logiciel appelé Mova. On va pas rentrer forcément dans tous les détails, mais sachez que ce logiciel Mova a été utilisé et a été revendu qui aurait été volé. Donc c'est ça. Donc il y a eu un premier jugement. Donc effectivement, quelqu'un a volé ce logiciel pour le revendre après à d'autres entreprises comme Digital Domain, comme voilà, donc qui s'en est approprié pour faire des personnages comme Deadpool, Avengers 2, les Gardiens de la Galaxie, etc. Donc ils sont très très présents dans les VFX. Le souci, c'est que ce Steve Perlman qui a été volé de son logiciel, donc il y a eu un premier jugement où il a bien été prouvé qu'il a été volé. Ce Steve Perlman, le problème, c'est que la plupart de ces personnages créés dans les films d'Avatar à la planète des singes et dans beaucoup de Marvel ont été créés grâce à ce logiciel. Et donc il y a une bonne question qui se pose sur le droit à l'image et sur le droit d'utilisation de ces personnages créés par Mova. Donc du coup, énormément de sociétés américaines vont peut-être se faire spolier les droits d'utilisation de personnages
qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc c'est en train de monter petit à petit en épingle et c'est en train de prendre une énorme sauce en ce moment aux États-Unis. Tout ça pour vous dire que Disney, Fox et Paramount risquent d'avoir des sérieux problèmes de liquidité prochainement parce qu'ils vont sûrement devoir allonger de l'argent à ce Steve Perlman pour se réapproprier les droits de création de personnages tierces. C'est un gros bordel juridique qui est en train d'avoir lieu en ce moment aux États-Unis, mais je pense qu'on va sûrement peut-être en parler prochainement et vous allez sûrement en entendre peut-être parler ailleurs. On peut donc dire que pour eux, ça sent mauvais. Oh, c'est beau, Miss Samova, la belle et la bête. La petite boutique des horreurs. Ah. La petite boutique des horreurs, un original et un remake de 1986. D'ailleurs, le remake est meilleur que l'original. Et il pourrait y avoir un nouveau remake. Encore. Et cette fois-ci, donc, le rôle principal de... Alors oui, la petite boutique des horreurs, c'est l'histoire d'un fleuriste très timide qui un jour découvre une plante carnivore au sens purement humain du terme. Ouais, c'est carnivore ou vampirique Une bonne question. Parce que ça... Est-ce que ça bouffe de la chair? Bah, quelque part, oui, je crois. Ouais. On va revoir le film. Oui, c'est vrai que ça date un peu maintenant. Ouais. Et donc, tout est... Enfin, bref, il tombe un peu sous la coupe de cette plante qui va prendre de plus en plus d'importance et de place et commettre des meurtres, alors que lui est d'une nature absolument douce et... Ah bah pour information, dans le remake, le personnage est joué par Rick Moranis. Tout à fait. Et la plante s'appelle Audrey. Voilà, Audrey 2 même. Audrey 2, parce que voilà, Rick Moranis est amoureux d'une femme qui s'appelle Audrey. Vas-y. Voilà, donc il nomme la fleur Audrey 2 jusqu'à ce qu'elle devienne maléfique, aussi extrêmement jalouse. Aussi, bah oui, mais ça c'est une fille, c'est normal. Voilà. La fleur, on parle. Hein. Oui, non, mais c'est la remarque sexiste du podcast. Il n'y en aura plus. Il faut que j'en case une sur Hitler. Vas-y. Dépêche-toi avant qu'on se prenne un procès. Jamais. Et donc, voilà, le rôle principal a été proposé à Taron Egerton. Oh, Rocketman, Kingsman aussi. Oui. D'ailleurs, ils vont renommer le film, du coup, La petite boutique des Horrorman. Mais... Ah, Attends. Ça, c'est trop beau. J'avais pas le doigt dessus. Pardon. Vas-y. Jamais je ne m'excuserai. Et donc, sachant que Taron Egerton, même si ce n'est pas encore du coup confirmé, en tout cas, Taron Egerton, il serait en négociation pour incarner Seymour. Et il a déjà en fait incarné ce rôle dans la version pour les comédies musicales en Angleterre. Ah, donc il connaît déjà le rôle, il connaît déjà l'histoire, c'est plutôt un bon acteur. Ah bah on attend de voir. Un bon acteur de voix aussi, oui. On attend. Et donc voilà, après, alors ça a été aussi un peu un marronnier, ce nouveau remake de La Petite Boutique des Horreurs, parce que, apparemment, déjà en 2016, on en parlait, on annonçait des noms comme Zac Efron, Joseph Gordon-Levitt, Lady Gaga. Donc voilà, est-ce que ces noms seront toujours attachés au projet ? C'est vrai que Lady Gaga dans le rôle d'Audrey, ça pourrait le faire. D'Audrey 2 ? Non, Audrey 1. Ah bah non, Audrey 2. Non, Audrey 1. Audrey 2. Ah. Tu veux parler de sa coiffure qui s'ouvre pour bouffer. Et pourquoi pas, remarquer. Pourquoi pas. Alors, une news suite, parce que vous savez bien qu'Hollywood n'a pas énormément d'idées, donc on va passer rapidement sur... C'est même pour ça que tout le monde va sur Netflix. Ouais. Oh, c'est méchant. On va passer rapidement sur le Fast and Furious 9, qui a déjà, dont le thriller a déjà pointé le bout de son nez, avec des tracteurs. Voilà, donc preuve qu'ils se font vieux, les petits gars. Fast and Furious 9, Farm Simulator. Et on va vous parler tout de suite de L'Arme Fatale 5 qui pointe le bout de son nez. Donc L'Arme Fatale 5 par le producteur Dan Lin. Enfin bon, apparemment il y aurait toujours Mel Gibson et Danny Glover. Voilà, donc alors pas Richard Donner parce qu'apparemment c'est mort, hein, faut pas déconner non plus, mais bon, il a assez donné.
Voilà, donc en tout cas, c'est en cours. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne crois pas, parce que on a décidé de ne pas vraiment faire de sortie de projo pour cet épisode, mais sachez que... Un petit peu quand même. Un petit peu, tu veux vraiment en faire Un ou deux. un ou deux. Ah, oui. bon, sachez qu'on va... Enfin, moi, personnellement, je vais peut-être casser du Bad Boys for Life. Voilà. Ouais. Voilà. Non, il faut pas tirer sur l'ambulance. Ne tirons pas sur l'ambulance. News suivante. Parasite. Parasite, le film de Bong Joon-ho, vainqueur de la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, va prochainement... Excusez-moi, on est en train de renifler une pizza au Nutella. La meilleure du monde. Vas-y, non, mais... Et sans ananas. Non, arrête. C'est très bon l'ananas dans les pizzas. Et donc, Parasite va revenir dans une version noir et blanc. Oui, j'ai vu ça. C'est apparemment un souhait du réalisateur, Bong Joon-ho, qui est retourné en salle d'étalonnage avec son étalonneur. Et donc, voilà, une version qui va sortir en salle le 19 février prochain. Et comment dire, alors, on avait déjà eu le cas avec Mad Max, en Black and Chrome, Fury Road. Black and Chrome, donc c'était pas réellement du noir et blanc. C'était pas réellement du noir et blanc, et aussi à l'origine, le film était conçu pour être en noir et blanc. En tout cas, j'avais beaucoup aimé la version classique du Fury Road, mais pour être allé voir en salle la version Black and Chrome, c'est vrai que il y a un côté vraiment beaucoup plus percutant qui s'en dégage. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Oui. Et donc voilà, assez curieux de savoir ce que ça va donner du coup cette version noir et blanc de Parasite. Qu'est-ce que ça va faire ressortir un peu du film. Et You don't need Parasite. Attends, vas-y. Pardon. Et pour compléter un peu la news, c'est pas fini encore de Parasite, puisque Bong Joon-ho toujours est en train de développer en fait l'univers de Parasite pour en faire une série. Alors plus précisément un film de 6 heures qui va être découpé. Alors, il serait pas en train de tuer la poule aux œufs d'or là, en étirant le propos. Alors peut-être pas. Lui en tout cas déclarait par exemple que certains détails qu'il avait coupés au montage de Parasite pour le film n'étaient pas entre guillemets des détails anodins. Par exemple, il expliquait qu'à un moment on voyait la bonne revenir dans la maison avec je crois un pansement ou quelque chose. Il disait il y a une histoire, je sais pourquoi elle a ça et ce qui s'est passé dehors. Ce n'est pas en mode ah tiens je vais broder autour de ça. Donc du coup il ne veut pas sortir une version longue mais une version extrêmement longue. Exactement. En gros il va doubler la durée du film quoi. Ce qui est déjà pas mal, quand même, qui était déjà conséquente. Mais voilà, donc d'ici quelques semaines, voilà, la version Black and Chrome, la version noir et blanc de Parasite de Bong Joon-ho. Ah ok. Attends, parce que là... La pizza te perturbe. Ouais, j'ai une pizza au Nutella devant moi, ça me perturbe. Il faut arrêter ces choses-là. Alors, une news Kodak. Alors, sachez que ça fait un moment que le numérique est de plus en plus et que la pellicule disparaît peu à peu des cinémas, tout simplement. Ils sont tous passés au numérique. Alors, sachez que la société Kodak a enregistré une forte chute de ses ventes ces dernières années, mais que depuis 2015, Christopher Nolan et une bande de cinéastes, J.J. Abrams, Quentin Tarantino, Edgar Wright et Judd Apatow, pour ne pas les nommer, enfin ça c'est ceux que j'ai sous les yeux. Donc la news première il triche. Oui non mais je triche. C'est une news qui me vient de première, mais qui leur revient de Hollywood Reporter. Donc c'est une news avec deux sources différentes. Qui la tiennent eux-mêmes de Jackie, la tantine de Judd Apatow. Ouais. Voilà. Donc sachez qu'un accord a été trouvé depuis un moment entre Kodak et ses réalisateurs pour continuer à produire de la pellicule. Parce que sinon, Kodak ne voulait plus produire de pellicule pour les films, tout simplement parce qu'il n'y a plus de marché. Alors que pour faire une pellicule, il suffit d'aller dans un spa, une lime à ongles et c'est réglé. Non. Ah, c'est trop. Vas-y.
Pardon. Tu peux t'excuser. Jamais. Voilà. Donc sachez qu'un accord a été trouvé et que la pellicule a encore de beaux restes devant elle. Vous avez compris, arrêtez de vous laver les cheveux et vous les revendrez à prix d'or. Oh, Head and Shoulders. Voilà, hop, news suivante. Dernière news pour moi. Oh, ça tombe bien, moi après j'ai une news qui va dire. Ce serait... Il faut toujours terminer comme ça par la news coquine. On vous parlait récemment de Pipoudou. Pipoudou, le dessin animé des studios Bobby Pills. Alors, cette pizza au Nutella. alors, vous n'avez pas l'image, je pense qu'un jour on fera... Alors attendez, on va prendre une photo, parce que quand même... Quoi. On va mettre ça sur notre Facebook, vous pourrez la voir. Alors attends, montre bien la pizza s'il te plaît, parce que là on voit ton bras devant. Alors prendre un selfie en direct comme ça. Enfin en direct, mais en différé comme disait un ami. Voilà. C'est bon, bientôt la révélation de la pizza au Nutella. Voilà, alors je l'ai un petit peu cramé, hein. Sachez-le. Tiens, prends ça. Ah oui. C'est chaud. C'est chaud. Voilà. Alors, sachez que je ne couperai absolument rien au montage. Je l'ai décidé ainsi. Donc, voilà. Pipoudou. Vas-y, continue. Alors, outre le fait que la campagne Kickstarter a permis de financer 7 épisodes sur 10 de la série, qu'il est encore possible jusqu'à fin février de donner via PayPal, sachant que la saison complète, telle qu'il la prévoit, est de 10 épisodes et qu'on approche des 8. Donc je vous avais raconté la dernière fois que Pipoudou avait été projeté lors d'une séance spéciale au Max Linder Panorama avec 2 autres créations du même studio et de la même équipe, Vermine et Crisis Young. Alors, ces 2 séries vont enfin être visibles pour tout le monde grâce à Netflix. Voilà, ces 2 séries débarquent dès demain, le 1er février, sur Netflix. Donc 2 créations françaises complètement starbées. Alors, dès demain, 1er février 2020. 1er février 2020. Nous sommes actuellement le 31 janvier. Bonne année. Bonne année. Il est encore temps. On a encore 1h45 pour vous souhaiter la bonne année. Donc donc Vermine qui raconte l'histoire en fait d'une... C'est quoi? C'est un mâle... Alors, quel est le mâle de la menthe religieuse? En général, il vit pas longtemps. Et voilà. En tout cas, c'est un mâle menthe religieuse. Voilà, je suis désolé, mais je suis assez nul en biologie. Qui décide de... qui devient policier. Et donc, qui fait respecter l'ordre, la loi avec ses collègues, qui est un peu naïf, voilà. Et qui fait pas mal de gaffes, mais qui évidemment va avoir un rôle, prépondérant dans la résolution de l'enquête. Et voilà, donc c'est pas mal de vannes, c'est bien mis en... Ils utilisent vraiment les caractéristiques des différents animaux pour les adapter sur leur comportement, sur leur destin. Oui. Voilà, parce que il y a un peu cette idée de destin, quoi. Mais pourquoi tu veux devenir policier? Reste ici, il y a une femme qui t'attend et qui t'aime, quoi. Ah, c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est de l'amour. Et qui n'attend que le mariage. Et donc, deuxième série. Alors, autant Vermine, malgré son ton un peu, parfois, franc du collier, est un peu plus accessible. Autant Crisis Young, si vous voulez voir un truc complètement pété, allez-y. Voilà, donc Crisis Young, c'est l'histoire, d'un homme et de sa fiancée, Marie, je crois, qui file le parfait amour, quand soudain, Petit Jésus, qui est un immense sumo de 35 mètres de haut, débarque sur Terre, sème le chaos et tue sa fiancée. Alors voilà, le héros principal devient le héros au cœur brisé de la légende et va chercher à se venger et va donc affronter un parcours un peu initiatique. Donc ça se base un peu sur des récits bibliques mais en version complètement nawak et trash. Chaque épisode se ressemble beaucoup, mais voilà, parce que ça fait partie de son chemin. C'est très très violent également. C'est complètement barjot, c'est complètement décalé.
Et je me souviens que moi, des 3 séries, même si j'adore Pipoudou, c'est celle-là qui m'avait vraiment laissé le souvenir le plus what the fuck, quoi. Ah bah bon bah alors sachez que dès demain à 9h01, disponible sur Netflix. Voilà. Donc prochainement sur d'autres sites. Si vous voulez voir un homme avec des boobs tuer un méchant avec parce que qui a la tête en fait qui lui sort par l'anus et accompagné dans sa quête de Marie-Madeleine qui est une femme à barbe, vous voyez Crazy Young. Tu me vends du rêve. Et alors juste avant quand même de finir, juste pour préciser, voilà, c'est vraiment une création 100% française. Il y a de très bonnes musiques, voilà, les dessins sont assez cool. Voilà, encouragez. Défendons la production française. Alors, donc c'est la dernière news. Elle est pour moi. Donc, alors, j'hésite. J'ai 2 news Q, dont une pas drôle. On commence par quoi? Par la pas drôle. Alors, bon, sachez qu'aux États-Unis, un site internet très connu s'appelle Girls Do Porn. Voilà. Donc, sachez que ce site internet a été amené en justice et donc 22 femmes ont été abusées et se sont vues attribuer 12 millions de dollars par un juge en Californie. Donc c'est le journal du porn qui le titre ainsi. En fait, c'est très simple. Grosso modo, ils n'étaient pas au courant qu'elles étaient sur le site Girls Do Porn. Donc, elles ont répondu à une petite annonce qui était sur Craigslist, un site de casting où il était demandé des belles filles type étudiantes. Et donc il semblerait qu'elles aient été invitées à des castings, conviées à des sortes de castings auxquels on leur a bourré la gueule, on leur a menti après, donc on leur a forcé de faire tout de suite maintenant là des choses un petit peu osées et un petit peu porno, en leur promettant que de toute manière ça sera pour des riches industriels ou des riches clients, et que ça ne tournera pas sur internet, sauf que c'est faux, puisque les vidéos ont été sur Girls Do Porn et ont été d'ailleurs après mis sur YouPorn. Donc voilà, donc c'est de l'abus. Donc c'est une news qui est pas très très drôle. Donc c'est juste pour prévenir que ce genre d'attitude existe encore de nos jours et qu'il faut faire très attention et que de toute manière un non c'est non. Et si quelqu'un vous commence à vous saouler la gueule juste avant ou pendant un casting, les filles, inquiétez-vous, c'est pas normal. Normalement, on ne fait pas ça. Et de toute manière, si sur le casting ce n'est pas indiqué nudité, si ce n'est pas indiqué des pornos, s'il y a un loup, sachez-le. En dépit de l'image que ça peut avoir, gardons simplement à l'esprit que effectivement c'est une industrie avec des professionnels comme l'industrie du cinéma et que donc il n'y a pas lieu d'accepter, on va dire, ce qui n'est pas la norme entre guillemets. Après oui, enfin c'est ce qui se passe, c'est qu'une industrie. Moi j'ai toujours vu en parallèle du cinéma, donc c'est quelque chose qui est normalement c'est très carré. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le porno. Après, ça rappelle un peu l'affaire Weinstein avec des personnes qui abusent de leur pouvoir et abusent qui abusent des jeunes filles. Et malheureusement, là on parle du cinéma, mais ce n'est pas que dans le cinéma. Voilà. Dès qu'il y a des lieux de pouvoir, il y a de l'abus, en général. On en parlera dans les sorties ciné. On en reparlera dans les sorties ciné. Ouh, oui, c'est vrai. Ouh, la transition. Moi, je dis, ça fait scandale. Merci. Pardon. Non, pas pardon. Et ma dernière news qui est un petit peu plus drôle et qui est toujours un peu porno. Voilà, donc c'est une news qui a circulé un petit peu sur les internets. C'est le Dauphiné Libéré qui nous l'apprend. C'est une propriétaire qui a appris que son appartement en Airbnb a été utilisé à son insu pour tourner dans un Jackie et Michel. Voilà. L'histoire ne dit pas si les draps ont été lavés après. J'espère quand même. Donc ça a eu lieu en octobre 2017. Apparemment, elle aurait été mise au courant parce que les voisins auraient déclaré des nuisances sonores. Oh, voilà. Donc elle a mené son enquête et elle a fini par tomber sur les images de son appartement. Enfin, pas que de son appartement apparemment. L'intérieur était joli.
Il paraît. Donc voilà. Donc c'est à la fois drôle pour nous, mais pas pour elle, de voir que son. Bon, c'est pas grave. Bon, si c'est une bonne loueuse Airbnb, et normalement elle a un service de nettoyage pour tout nettoyer après l'appartement. Hein. Voilà, donc il y a eu une première plainte qui a eu lieu, elle n'a pas eu gain de cause, donc là c'est en appel. Apparemment c'est mort, hein, parce que faut pas non plus quand tu loues un appartement, si c'est bien nettoyé après, non, ouais, je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Oui, on va parler maintenant des sorties ciné. Oui. À toi Jérémy, qu'as-tu vu? Ouh. Alors je commence par les bons films ou les mauvais films? Il y a eu des bons films? Bah oui, en tout cas, dans le peu de choses qu'on a pu voir, en tout cas il y en a eu un. Ah, vas-y, commence par lui, comme ça on... 1917 de Sam Mendes, le nouveau film de Sam Mendes qui est donc sorti début janvier. C'était pas 1er janvier de même? Peut-être un peu plus tard, je sais plus. Non, on vérifiera. De toute façon, ce n'est pas très important, puisque à l'heure où vous écouterez ce podcast, il restera dans très peu de salles. Oh, quoique, je pense que dans les grands multiplex, il y sera encore. Voilà, donc bon, on sait déjà que Sam Mendes est un très bon réalisateur. Et il confirme une fois de plus, que c'est pas un manchot, clairement. Donc le film se passe donc en 1917, je crois. Oui, bravo. Voilà, donc c'est pendant la Première Guerre mondiale, au moment où les Anglais sont en train d'avancer en France pour combattre l'occupant allemand. Enfin, l'armée allemande, pardon. On souligne par exemple que autant, alors je suis pas fan des films de guerre à l'origine. On a eu énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que depuis quelques années, moins fréquemment qu'avant, mais on revoit des films de guerre sortir et qui se concentrent plus sur des périodes très précises et moins connues. Donc notamment la Première Guerre mondiale qui est beaucoup moins exploitée au cinéma que la Seconde. Ou je pense par exemple à Dunkerque de Nolan, qui se focalise vraiment sur un temps très court et très précis de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut dire, c'est que sur la Première Guerre mondiale, il y a eu le sommet indépassable qui est les Sentiers de la Gloire de Kubrick. Donc c'est peut-être ça qui fait peur. Je balance des idées comme ça. Alors après, en fait, un culte que je suis, je n'ai pas vu les Sentiers de la Gloire. On présente un podcast sur quoi, là? Sur le cinéma, pas sur les vieux films. Et puis d'abord, ma gloire, moi, c'était le Morning Live. Hein. Les Sentiers de ma gloire, ça ferait un très bon porno gay. Je suis désolé. Désolé. Pardon. Les Sentiers de ma gloire. Mon Dieu, c'est bon, il a trouvé sa blague. Voilà, on va le faire. Donc 1917, qui s'intéresse à la progression de l'armée anglaise en territoire français. Et voilà, qui adopte le point de vue de 2 très jeunes soldats anglais, alors incarnés par des acteurs pas connus du tout, en tout cas très peu connus, dont je n'ai même pas les noms à vrai dire, mais qui font très très bien le rôle. Et aussi un film tourné en plan séquence. Oui, alors c'est un faux plan séquence dans le sens où les angles sont tellement travaillés qu'il y a forcément des raccords par moment, mais on ne les voit pas. Tout est très bien fait, on a vraiment un sentiment de continuité tout au long du film. Et c'est un peu comme Michael Bay, les plans séquences. Sauf que c'est un peu mieux fait, c'est un peu mieux cadré là. On va pas s'éterniser sur le soin apporté à l'image. Les acteurs, très jeunes et pas connus, mais qui sont excellents. Soutenus par quelques grands noms, mais qui sont là vraiment pour des apparitions de quelques minutes. Mark Strong et Benedict Cumberbatch. Tu peux le redire? Benedict Cumberbatch. Non, c'est pas ce que j'ai entendu. Benny Puff Cumberbatch. Cumberbatch? Cumberbatch? Je crois. Cumberbatch. Donc Benoît Concombre. C'est mignon ça. Voilà, et qui sont là vraiment pour quelques minutes dans le film, tout simplement. On est vraiment centré sur les héros, et le fait d'adopter ce plan séquence, souvent en plan
très serré sur le protagoniste principal, au final, c'est un choix narratif très judicieux. Parce que donc c'est l'histoire de 2 soldats anglais qui sont extraits de leur unité pour être envoyés dans une mission un peu presque suicide. Ils doivent délivrer un message à une autre unité située de l'autre côté du front allemand pour, entre guillemets, les avertir que la retraite de l'armée allemande, justement, n'est pas une retraite, mais qu'ils sont en train de se replier pour prendre une autre position, pour faire croire qu'ils se barrent, et en fait, ils les attendent pour les zigouiller. Donc voilà, leur but, c'est d'aller vraiment sauver les vies, et ils choisissent 2 soldats parce que l'un d'eux a un frère qui est dans la fameuse unité en route dans le guet-apens. Il s'appelle Ryan. Hein ? Il s'appelle Ryan. Et donc, comment dire, on est vraiment sur 2 soldats qui, au final, ne sont pas d'ici, donc ne connaissent pas le terrain et ne connaissent pas non plus les champs qu'ils vont traverser, ne connaissent pas parce que derrière c'était les lignes de front, les tranchées, etc. Donc ils ne s'étaient pas aventurés dans ce territoire. Et donc le fait d'adopter ce point de vue en plan séquence en les collant d'assez près, on est au final exactement placé dans leur position. C'est-à-dire que on découvre l'étendue des paysages en même temps qu'eux. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de scènes où en fait, il les prend de face, il est de dos, par exemple, et après la caméra va autour d'eux pour au final qu'on les ait, visage face caméra. Et hop, il grimpe par exemple une échelle, et là, il découvre les ruines d'un truc, et là, effectivement, la caméra s'éloigne, prend de l'ampleur, se retourne, et la caméra s'éloigne, prend de l'ampleur, se retourne, et on découvre en fait en même temps qu'eux, on progresse vraiment en même temps qu'eux. Le rythme est vraiment bien foutu, c'est pas effréné, mais pareil, le dispositif choisi fait qu'on s'attend toujours à voir quelque chose surgir d'un côté ou de l'autre, et parfois c'est pas le cas, et puis il progresse normalement, et effectivement d'autres fois, à des moments où on s'y attend pas forcément, il y a, il se passe un truc, et quand ça part assez bien. Il y a normalement deux grandes séquences franchement très très bien foutues. Une première justement dans un bunker dans les tranchées allemandes où ils déclenchent par accident une bombe et donc ils doivent courir sachant qu'un des deux en fait est aveuglé par la poussière avant que tout ne s'écroule sur eux et donc sauter des trous, etc. Donc on les a face caméra quand ils progressent. Oui. Tu peux, oui. Vas-y, continue. Spoil ? Limite. D'accord. Limite. Et une deuxième, vraiment, quand ils découvrent un village français en fait complètement ravagé par l'ennemi, en feu, ce qui donne vraiment une scène de nuit, d'ailleurs absolument vraiment sublime dans les éclairages, dans les jeux de lumière, enfin voilà. Vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films de Sam Mendes, et on vient seulement de finir le mois de janvier, et j'ai envie de dire, on a déjà un très grand film. Donc déjà dans ton top 10 ? À voir, mais probablement, ouais. C'est vraiment déjà une première claque. D'accord. Donc, on va voir peut-être le film suivant. Alors, est-ce que je parle du vrai dernier film que j'ai vu Mais fais-toi plaisir. Bad Boys for Life. Donc, est-ce que... Alors, je pense que c'est le moment d'insérer d'accord. Un rire. Parce que c'est une blague, ce film. Non, mais Alors, il y a très peu de personnes qui le défendent, hein. Il faut être sérieusement, mais on se souvient de quand on avait fait notre top flop où il y avait énormément de Men in Black International, il y avait de suite ou de Terminator, de reboot. Dark Fate. Donc là, on est pareil. Donc c'est même pas du vrai Michael Bay. Voilà, donc c'est... Oh Non, c'est même pas du vrai Michael Bay. C'est pas lui qui réalise d'ailleurs. Non, mais c'est pas lui qui réalise, mais on aurait pu au moins copier un peu ce style inimitable, cette classe infinie que Michael Bay insuffle dans chacun de ses films, au point que chacun de ses films est un chef-d'œuvre qui sera longtemps honoré par les cahiers du cinéma et mis en bonne place. Mais non. Alors, je ne sais pas qui est le tâcheron. Attendez, hop, je vais faire une petite recherche pour savoir qui est le tâcheron qui a réalisé ça, parce que c'est un tâcheron. Donc la personne s'appelle Adil El Arbi et Bilal Fallah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux gaillards? Donc, hop, ils ont fait. Ils sont prévus pour faire le flic de Beverly Hills. Mon Dieu.
Ils ont fait Black. Non, c'est même pas sorti. Oh. Voilà, donc non. Donc c'est un mauvais film. Je sais pas, parce que je vois très peu de... je vois pas trop comment dire, parce que d'où que je le prends, j'ai énormément de soucis, d'une part avec l'histoire, qui est indigente au possible. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une histoire? J'ai pas compris. Ça court après des narcos, ça court après des trafiquants, ça court. J'ai pas compris l'histoire. Et pourtant j'ai fait l'effort. Hein. J'ai fait l'effort. Non, il y a des. Les images sont dégueulasses au possible. Ils ont mis des filtres jaunes partout. Alors, je ne sais pas comment défendre, mais par où je le prends, je n'arrive pas à dire du bien ni du mal, parce que ce film est totalement... si, j'arrive à dire du mal, mais ce film est totalement indolore, totalement inconsistant, totalement fait par... Donc ça, c'est peut-être réalisé pour Will Smith, pour aider son ami Martin Lawrence, qui est en fin de vie, enfin en fin de course, en fin de vie, qui est en fin de course... Vivement Big Mama 3 ou 4, je sais plus. Ah, surtout pas. On a comment ça s'appelle, Save the Cheerleaders. Attendez, je vais trouver. Vanessa Hudgens, voilà, pardon. Non, c'est pas Save the Cheerleaders. Voilà. Qui pourtant avait pris un peu la tangente avec Harmony Korine. Oui, mais non. C'est difficile. Enfin, il y a pas grand-chose à sauver. Je me suis mis du chocolat partout. Ça pourrait être un nouveau type de podcast, du chocolat partout. Du chocolat partout, oui. On va faire la cuisine tout en regardant un film. Comment dire. On va vous donner des recettes pour faire des tagliatelles. Et c'est ta fille qui fera la cuisine. Ah mon Dieu. Non. Elle a 3 ans. Oui, c'est ça la blague. Parce que vous ne le savez pas, mais j'ai 2 filles, dont une de 3 ans. Bon. Jamais je lui montrerai Bad Boys. Sachez-le. Mais j'ai plus de 3000 DVD, je pense que celui-là, je l'aurai pas. Je ne prendrai pas. Est-ce que tu as d'autres films à parler? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Grosso modo, pêle-mêle, pour aller vite. L'adieu de Lulu Wang, excusez-moi. Le film qui met notamment en scène Awkwafina, qui a eu le Golden Globe pour sa prestation. Afrique, adieu. Non, donc voilà, qui est un film donc américain, contrairement à ce qu'on va dire partout sur le web pour dire que c'est un film asiatique, même si la majorité de l'histoire se passe en Chine et même si la majorité des dialogues sont en chinois. Voilà, un film asiatique, c'est fait par des réalisateurs du cru, avec des fonds financiers du cru, et ça a aussi ses propres codes. Donc là, non, je suis désolé, la manière de filmer, tout est américain dans la manière d'aborder l'histoire, sauf dans la culture qui nous est présentée à l'écran. Donc voilà, pas un mauvais film, mais voilà, c'est un film dramatique sur une jeune femme qui et sa famille exilée qui vivent aux États-Unis et qui apprend que sa grand-mère est atteinte d'un cancer en presque phase terminale, et donc décide de prendre le prétexte d'un mariage un peu précipité d'un cousin pour tous aller la voir, mais de ne rien lui dire. Voilà, donc c'est basé sur, si je ne me trompe pas, sur la vie de l'auteur. Voilà, donc c'est pas déplaisant. Voilà, c'est pas non plus ouf. Elle démérite pas, la Awkwafina. De là en avoir le Golden Globe, je ne sais pas. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas, mais bon, on peut pas non plus dire que ce soit marquant non plus. Voilà. Alors là, je suis en train de regarder pour la réalisatrice Lulu Wang, qui est en fait une actrice américaine. Tout ce qu'il y a de plus américain, ses dernières réalisations Posthumous, c'est une réalisation américano-allemande avec des acteurs à moitié allemands. Donc en fait, elle s'est spécialisée dans les films américains, mais qui ne veulent pas le paraître. Ok, vas-y. C'était tout ce que j'avais à dire. Scandale. Scandale. Oh, Scandale. Le retour de Jay Roach au cinéma.
Ouh, vas-y. Alors, scandale, comment dire, on ne peut pas nier les qualités d'interprétation des 3 actrices principales, même si c'est clairement pas les rôles de leur vie, hein. Donc Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Margot Robbie, je pense que Margot Robbie, elle pourrait tout faire. Je lui pardonnerai quand même. Et en tout cas, donc voilà, c'est plutôt interprété avec sobriété. Donc ça se penche sur un scandale. Le Voilà. titre n'est pas mensonger. Au sein de la chaîne Fox News, en fait, où le patron de la chaîne, donc pas Rupert Murdoch, vraiment qui est le grand patron de la chaîne, mais le directeur, celui qui ne rendait compte qu'au Murdoch, qui a abusé sexuellement de nombreuses journalistes, voilà, en leur promettant des progressions de carrière, etc. Et l'une de leurs présentatrices vedettes, un peu, après cet fait un peu, mis au placard et viré, décide en fait de faire éclater le scandale et donc porte plainte. Et donc toute l'intrigue du film en fait repose sur les autres femmes vont-elles parler, parce qu'on voit une espèce de jeu de pouvoir qui se met en place un peu à la Trump, à la Fox News, où ils sont prêts à prêcher n'importe quoi tant que ça les sert, en fait, même si c'est pas crédible. Et donc notamment les interrogations de Megyn Kelly, une des principales têtes d'affiche de la chaîne, et qui, entre guillemets, a été victime de ces mêmes tentatives d'abus il y a plusieurs années au tout début de sa carrière, et qui s'interroge sur est-ce qu'elle doit parler ou non. Et donc Margot Robbie, en jeune productrice débutante, qui elle aussi subit les affres, on va dire, du producteur. Et voilà. Oui. Alors, de cinéma est-il question? En fait, c'est ça la vraie question, mais c'est non pas sur le sujet, mais c'est un peu comme un film sur Spotlight. C'est avant tout du cinéma témoignage. Des films témoignages, des films documentaires, plus qu'un thriller, en fait. Il n'y a pas, de suspense. On sait parfaitement où tout ça va nous emmener, même si, effectivement, la qualité du jeu des actrices fait qu'elles savent parfaitement interpréter les doutes, elles soulèvent certaines questions sur ces problématiques actuelles qui éclatent au grand jour depuis plusieurs mois. Même plusieurs années. Oui, exact. Parce que l'affaire Weinstein, c'est pas... C'est 2 ans maintenant, je crois. Ouais, ça fait 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans. Et on sait parfaitement où tout ça va nous mener. Et donc je veux dire, ce n'est pas tant un objet cinématographique réellement qu'un témoignage, en fait, et qu'une incitation, et qu'un discours, on va dire, pour conforter tout simplement la prise de parole et la libération de la parole, qui à la base ne devrait même pas en fait être étouffée pour ce genre de choses. Disons qu'il est vrai qu'on s'interroge sur le fait de pourquoi est-on obligé de dire qu'il faut parler? C'est ça le truc. C'est ça le truc qui est après, nous on n'est pas dans cette position. Je veux dire. Donc c'est difficile, entre guillemets. On peut, j'ai envie de dire, on ne peut qu'écouter et essayer de comprendre, parce que c'est. Non, c'était pas dans ce sens-là. Bien sûr, je le sais. C'était pourquoi. Enfin, c'est quand même dingue qu'on se retrouve à devoir faire des films où on explique que les femmes doivent parler. Mais justement, c'est dingue. Et c'est ce qu'on voit un peu aussi, parce que justement, ça dévoile un peu en fait aussi les coulisses d'une chaîne de télé ultra puissante. Et on voit que justement les jeux de pouvoir et les pressions sont, pour ainsi dire, font partie du quotidien, quoi. D'ailleurs, c'est le personnage de Margot Robbie qui dit, grosso modo, à un moment, le personnage de Charlize Theron vient la voir et lui dit, mais tout ça, est-ce que tu vas parler, machin? Et à un moment, Charlize Theron lui regarde et donc elle dit, mais comment vous savez que ça m'est arrivé? Elle me dit, mais on se reconnaît en fait quand on a subi les mêmes choses. Et là, elle la regarde et elle lui dit, mais vous vous rendez compte que si vous aviez parlé il y a 20 ans, j'aurais peut-être rien eu aujourd'hui? Oui. Et grosso modo, donc là, ça part dans une explication en fait assez froide, mine de rien,
où grosso modo Charlize Theron lui dit mais grosso modo qu'est-ce que je pouvais faire, c'était ça ou voilà, grosso modo elle explique en gros qu'elle s'est tue parce que c'était la seule façon qu'elle avait au final de poursuivre sa carrière et de grimper dans les échelons. Voilà, donc tristesse. Et voilà, par contre aussi, et même comment dire, ce qui ressort aussi par moment, c'est justement les interruptions, on va dire, masculines, on va dire, ou un moment où Charlize Theron s'interroge sur est-ce qu'elle doit parler, non pas forcément pour le bien fondé de l'action, ça elle est convaincue du bien fondé de la chose, mais elle s'interroge notamment sur l'exposition de sa famille. La famille de cette journaliste, en fait, sortait tout juste à ce moment-là d'une assez terrible campagne médiatique de Trump contre elle, parce qu'elle a osé poser une question avant qu'il soit élu président sur son rapport aux femmes. Et donc Trump, pendant 1 an, n'a pas arrêté de la bâcher sur Twitter, et donc évidemment repris en boucle par les partisans de Trump, etc., à tel point qu'à un moment, la chaîne lui a proposé des vigiles. Ouais. La magie des réseaux sociaux. Voilà, et donc elle s'interrogeait sur est-ce qu'en faisant ça, en gros, elle voulait que ce bourbier se termine et mettre sa famille à l'abri. Ouais. Et comment dire, donc dans l'équipe composée de 3 femmes et un homme, et le premier à prendre la parole, c'est l'homme, et dit mais est-ce que tu penses à nous? Toi, t'es une grande journaliste, mais nous, Ouais, pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est... sur les répercussions en termes d'emploi. Je veux dire, voilà, toi, tu retrouveras du boulot, nous, peut-être pas. Donc c'est ce genre de pression en fait que ça montre et ce genre de raisonnement que ça décortique. Oui. Ouais, donc un film qui est quand même nécessaire, mine de rien. Alors, c'est le moment. Héloïse. Vas-y, ma puce. Est-ce que tu nous conseilles un film? Les sirènes. Est-ce que tu nous conseilles un film, Héloïse? Oui. Alors, tu nous conseilles quel film? Parle dans le micro. Oui. Un film qui fait peur. Un film qui fait peur? Alors, lequel? Un film qui fait peur. C'est moi qui le clown. Avec le clown. Donc, le conseil d'Héloïse qui vient de nous quitter et qui revient tout de suite, c'était ça, chapitre 2, le film qui fait peur. Voilà. Attends, un film qui fait peur. Oui. Il a attaqué les gens, mais il était évadé. Il a tapé. Il a tapé? Oui. Oui. Bah, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est un méchant? Oui, mais un monstre. Mais un crocodile et c'est pour le film. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. On va créer une rubrique Héloïse comme ça. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Oui, je pense que tu peux aller te coucher. Merci. Au revoir Héloïse. Au revoir. Merci de ton conseil avisé. Au revoir. Alors je ne vais pas en parler, mais j'ai vu Jay et Silent Bob Reboot. Ah oui, non, mais tu n'as... Mais je propose de le garder peut-être pour une spéciale Kevin Smith. D'accord. Bah, surtout que si tu l'as vu, tu l'as pas forcément vu en légal. Alors en même temps, on n'a pas vraiment le choix puisqu'il sort en VOD. Donc je l'ai vu en légal, mais je ne l'ai pas vu en salle. Ah. Ouh. Il est sorti là en VOD? A priori, oui. En tout cas, quand je l'ai téléchargé, il disait bien que c'était un VOD RIP. Ah, d'accord. Non, pardon, c'était une mauvaise blague. Quel truand. Bon, allez, donc on commence sur notre dossier. On commence le dossier. Attention, bande annonce. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Vous connaissez la procédure maison? C'est là que tout a commencé. On nous a arrêtés sur une accusation bidon pour nous faire malmener par des demeurés. Numéro 1, un pas en avant. Qu'est-ce que je foutais là, moi? Ça collait pas. Ces mecs étaient tous des braqueurs de haut vol, et pourtant j'étais là. Réponds. Tout le monde m'entend? Allô? Mais les flics se Allô? sont jamais doutés d'un truc. À l'huile. D'un truc que je sais maintenant. C'est que ces hommes ne parleraient jamais, ne se mettraient jamais à table. Alors, Mais alors, ils mangent comment? Des mecs comme ça, on Des les laisse verres pas dans la même pièce. Et si on reparlait du camion autour du cul? Qui sait ce qui peut arriver? Je crois qu'il va falloir sauver la face dans la dignité, dans l'honneur. Avec Fenster, on est branché sur un coup. Mon employeur a besoin de vos services, messieurs. Pour un boulot. Une journée de travail. C'est très dangereux.
Aucun recul. Ils sont 10, 20 peut-être. Celui qui montera à bord pourra pas en descendre vivant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'aimerais savoir pourquoi 27 hommes sont morts dans le port pour mettre la main sur 91 millions de dollars de dope qui n'étaient pas là. Il dit que sa vie est en danger. Il a vu le diable. Kaiser Soze! Il a parlé de Kaiser Soze. De qui? Qui est Kaiser Soze? Oh! Appuie sur le 20e, t'entends? Il n'y a pas de Kaiser Soze. On n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir. Il était dans le port. Il a tué beaucoup de monde. Si je t'entends répéter ce nom-là, je te descends tout de suite. Comment tu tues le diable d'une balle dans le dos? Un cadeau de la part de Monsieur Soze. Il y a toute ma vie là-dedans, depuis mes 18 ans. Tous les mecs que j'ai bossé avec et que j'ai connus au ballon. Keaton répétait tout le temps. Je ne crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. Il est ici. Oui, bien, moi je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Et d'un coup, il s'envole. Voilà. Donc, vous l'avez sûrement reconnu, je l'espère. Sinon, je vous conseille d'aller voir ce film avant d'écouter ce podcast parce qu'on risque de Spoiler beaucoup. Ah oui, ça va être compliqué de l'analyser sans spoiler. Usual Suspects. Usual Suspect. Ou les suspects habituels. Voilà. Donc. Usual Suspect, sorti en 1995. Ouais. C'est le 3e film, mais entre guillemets celui du boom. Celui du boom pour Bryan Singer. Bryan chanteur. Bryan chanteur. Maman douceur. On sent que c'est la fin de soirée. Donc avec Chaz Palminteri, Kevin Spacey et Gabriel Byrne. Gabriel Byrne qu'on a vu récemment dans Hérédité. Oui, d'Ari Aster. Chaz Palminteri qui est dans le dernier Scorsese. Oui, et qui s'est fait connaître peu de temps avant Usual Suspect dans Il était une fois le Bronx. Exactement. Voilà, et Kevin Spacey qui était une fois le Bronx, je crois qu'il a écrit au théâtre, pour le théâtre, non tu me poses une colle. Tu me poses une colle, là. Sérieusement. Attends, parce que celui avec De Niro aux États-Unis, c'est Il était une fois. Le Bronx. Le Bronx. Le film de. En Amérique. Il était une fois en Amérique, oui. Donc... je confonds peut-être avec Il était une fois en Amérique. Non, parce que c'est bien le Bronx. Alors attendez. Je confonds effectivement. Non, c'est Il était une fois le Bronx où il joue avec Robert De Niro. Oui. Chaz Palminteri. On va faire des petites recherches en direct, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc de toute façon, il est né à New York. C'est un acteur qui est connu. Voilà. Il raconte son enfance dans le Bronx dans le film. Il était une fois le Bronx, adapté de sa propre pièce de théâtre. Ouais, donc qu'il a lui-même écrit avec ses petites mains. Exactement. Donc Chaz Palminteri qui joue le rôle du flic qui enquête justement sur ce Kaiser Soze et qui interroge Kevin Spacey qui n'avait pas encore défloré de jeunes garçons. Kevin Spacey, en fait, donc pour vous faire l'histoire sommairement, Usual Suspect, ce sont 5 truands qui ne se connaissent pas, mais qui suite à une garde à vue, alors ils appellent ça une parade. Voilà, une garde à vue pour un prétexte bidon. Se retrouvent contactés par un avocat pour un job. Ouais, donc ils se rencontrent et en fait c'est un job et en fait c'est pour repayer leurs dettes parce que sans le savoir, chacun d'entre eux en commettant un larcin ont en fait volé Kaiser Soze. Et donc Kaiser Soze leur offre ce job pour travailler pour lui, juste pour repayer cette dette. Pour se racheter, parce que tous ceux qui travaillent pour Kaiser Soze ne le savent pas forcément. Exactement, personne ne sait qui est Kaiser Soze. Personne ne l'a vu. Mais oui. Mais après, c'est plus compliqué que ça. Exactement. Parce que Kaiser Soze, c'est un peu le diable. Est-ce une personne qui existe? Est-ce que d'ailleurs il est dans ce film? Exactement. On ne le sait pas. On ne le sait pas, sauf à la fin du film. Ouais, enfin, même à la fin du film, il y a toujours un doute. Hein. Sachez-le. On va peut-être s'étriper là sur le champ du film, parce que c'est un film qui est foisonnant, qui a d'ailleurs qui a été renommé justement par son scénario. Qui est très bien écrit. Alors, j'ai pas le nom du scénariste, mais je crois que c'est Bryan Singer aussi d'ailleurs. Non. Ça doit être marqué là-dessus.
Alors, hop, c'est pas grave. Vas-y. Comment dire Alors c'est Macquarie, le scénariste. Très bon scénariste. Christopher McQuarrie. Ouais. Qu'on retrouvera plus tard, qui joue un petit rôle dans le film d'ailleurs, qui est justement l'un des flics au moment de la parade, enfin au moment de la garde à vue. D'accord. Et donc un casting assez impressionnant, mine de rien, parce que je crois que ça a été aussi le film de l'éclosion pour Kevin Spacey, mine de rien. Oui, et ça a été aussi le film de la reconnaissance pour Benicio del Toro. Alors de la reconnaissance, en tout cas, je pense du lancement, plutôt. Il était lancé ? Bah non, justement, il a un tout petit rôle, Del Toro, en fait. Ah oui, d'ailleurs, c'est la... je suis désolé, on va spoiler comme des malades, mais c'est la première personne qui meurt. C'est la première personne qui meurt, mais effectivement, je pense que c'est le film, entre guillemets, qui l'a un peu... sur lequel il s'est fait remarquer. Voilà, hop, donc Christopher McQuarrie, parce que... qui a réalisé les Jack Reacher avec Tom Cruise. Oui. C'est un grand scénariste il a commencé par Ennemi Public, New York Police Blues, de Bryan Singer. De Bryan Singer aussi. Oui, ça fait un moment. Mais il a fait énormément de Bryan Singer parce qu'il a X-Men, Valkyrie. Bon, il a aussi fait The Tourist, l'adaptation de Florian Zimmer. Anthony Zimmer. Anthony Zimmer, voilà. Le film avec Yvon Attal et Sophie Marceau. C'était bien. Non, je déconne. Pas tapé. Mais ouais, il a fait beaucoup de Bryan Singer. Et de Tom Cruise au final. Jacques, le chasseur de géants. Voilà. Et puis il a fini avec La Momie et Mission Impossible Fallout. Quelle belle fin. Il a surtout réalisé 4 films, Way of the Gun, Jack Reacher et 2 Missions Impossibles. Et les 2 dernières Missions Impossibles, oui. Voilà, donc bon. Et il est en pré-production pour le 7 et le 8. Enfin bon, ça c'était la carrière de Christopher McQuarrie. Revenons un petit peu à Nous Montons. D'ailleurs, un petit... Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous diffuser Tac. Alors, vas-y. Essaie de meubler. Ouais, vas-y, Ikea. Ikea, donc Skull, le meuble à 199 €. Qu'est-ce que je foutais là, moi? Ça collait pas. Non, il y a des trucs qui se sont lancés tout seuls, mais c'est pas ce que je voulais. Vas-y, continue. Alors, le film, en fait, se centre intégralement sur des flashbacks, puisque... la très belle musique de John Ottman. C'est ce que je cherchais à la base. Vas-y. Donc, le film, en fait, se base sur vraiment beaucoup de flashbacks, puisque c'est l'interrogatoire par un policier, donc Chassel Thierry, du plus faible du quintet de bandits, Kevin Spacey, qui a une maladie. Qui est boiteux, qui a aussi la main. Oui, en fait, il a été joué de telle manière qu'il y a une partie de son corps, de son corps qui est un peu paralysé. Qui est paralysé. Le personnage s'appelle Verbal parce qu'il parle beaucoup. Roger Verbal. Oui, mais c'est important parce qu'il détient le verbe. Il détient le verbe, sachant que Kaiser Soze est celui qui parle, parce que Soze, ça veut dire hop. Je ne sais plus. Mais enfin bon, voilà. Donc il y a énormément d'indices pendant tout le film pour vous dire que Verbal et Kaiser Soze. Spoil. Là, je spoil comme un malade, mais en plus là, ça fait à peine 5 minutes et je suis dedans. Et donc oui, effectivement, c'est un interrogatoire de police. Et donc où en fait, Verbal, le personnage de Kevin Spacey, raconte tout et déballe, donne tous les noms et tous les détails en fait du fameux job que leur a donné Kaiser Soze, en quoi ça consistait et voilà pourquoi en fait tous les autres sont morts. Et puis comment dire. Alors là, je suis à la recherche du sang de Kaiser Soze parce que ça veut dire quelque chose. Kaiser Soze veut dire quelque chose en turc. Et je crois que c'est le bavard, mais bon, je ne veux pas dire de conneries au sein de ce podcast imminemment culturel. Donc voilà, en fait, tout le film est un jeu entre réalité et fiction, entre est-ce que ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est dit, oui. C'est pas ce qui est dit, ce qui est montré, oui, mais c'est en fait, ça joue énormément avec le spectateur, c'est ce qui lui a été d'ailleurs énormément reproché, c'est-à-dire de montrer le mensonge
alors que il était communément admis que ce qui était montré en images, c'est-à-dire que les images ne manquent pas. Et Judge Suspect était l'un des premiers à faire justement ce procédé qui est de mentir au spectateur, mais de mentir effrontément comme pas possible pour justement l'amener à croire ce que Verbal raconte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs interprétations de cette histoire de cette histoire. Est-ce un mensonge intégral ou est-ce que Verbal ne fait que raconter l'histoire que le flic a envie d'entendre? Le flic a envie d'entendre, mais surtout, d'où viennent toutes ces informations? Ah oui, non, oui. Alors, oui. Est-ce qu'on en parle ou pas? Ah ben ça c'est... Alors ça c'est peut-être un peu le point faible du film, pour moi. Parce que vraiment... Alors, là vraiment, on est vraiment à toute fin du film. Là, c'est... En fait, on découvre à toute fin que toutes les informations, que tous les noms, que quasiment toutes les dates sont indiquées sur le grand tableau juste devant lui. Pas seulement sur le grand tableau dans le bureau du policier. Sous la tasse. Sous la tasse. Donc voilà, par exemple, c'est pareil. C'est peut-être des scènes, pour ceux qui ne connaissent pas le film, que vous avez certainement déjà vu dans d'autres films parodiés. Oui. Tellement c'est devenu quelque chose de culte. Ah bah le final est parodié dans Scary Movie. Le final est parodié dans Scary Movie, dans Les Simpsons. Oui. Ouais. Voilà, parce que par exemple, Verbal, par exemple, va voir, je sais pas moi, une photo sur laquelle il y a marqué copyright Ericsson. Et en fait, étonnamment, l'un des personnages va s'appeler Ericsson. Voilà, mais on découvre évidemment qu'à la fin, qu'il y avait un copyright Ericsson quelque part. Oui. Donc non, c'est de toute façon le Kobayashi, c'est sous la tasse du flic. C'est la fameuse scène culte de la tasse qui se brise à la fin et on voit Kobayashi en gros. Et on voit que l'un des personnages importants de l'histoire, en fait, c'était juste le nom du fabricant de la tasse, que le flic tenait depuis le début. Donc là aussi. Mais la question était et a toujours été est-ce que Keyser Söze n'est-il pas une invention de Verbal? Ou est-ce que Verbal est Keyser Söze ou est-ce que Keyser Söze est une invention de Verbal? En tout cas, on découvre que Verbal a menti. Et pour moi, ça me semble justement plutôt clair parce qu'il y a quand même le portrait robot. Oui, il y a le portrait robot, mais bon, est-ce que Verbal est Keyser Söze ou est-ce que Enfin, pour moi, c'est pas si clair que ça, justement. Ou est-ce qu'il n'est qu'un agent? C'est ça. Voilà. Alors, donc, Verbal est-il Keyser Söze, réellement? Pour moi, j'ai toujours pris au sens littéral. Vraiment. En mode, c'était lui le grand manipulateur, le grand Manitou, quoi. Ouais, mais Verbal, c'est le verbe. Mm-hmm. C'est-à-dire que... Est-ce qu'au début était le verbe? Mais est-ce que Verbal, c'est un faux prénom, j'ai l'impression aussi? Ah oui, non, c'est un surnom. Mais pour moi, Verbal a inventé Keyser Söze. Pour pouvoir faire ses petites manigances. Mais bon, après, effectivement, c'est pas clair. Mais tout comme il y a eu cette analyse qui a été dit que Verbal ne faisait que dire au fur et à mesure ce que le flic avait envie d'entendre. Et ça, par contre, oui, c'est fort probable. Il lui raconte une histoire, je pense qu'il mélange le faux. Alors, donc, vas-y. Donc, on parlait de Keyser Söze. Le diable, comme on dit, par chez nous. Keyser Söze, en fait, qui est un peu, entre guillemets, leur prise de guerre rêvée de l'époque, quoi, je veux dire, par les flics, et c'est pour ça qu'ils veulent absolument interroger Verbal, parce que derrière cette mission complètement foirée sur un bateau, ils sont censés donc récupérer le gang de malfrats, donc interprété par Gabriel Byrne, Alec Baldwin, ou Stephen Baldwin. Stephen Baldwin, Benicio del Toro et Kevin Pollak. Ah oui. Et donc Verbal, Kevin Spacey doivent récupérer en fait de la drogue sur un bateau polonais.
Mais arrivés sur place, ils se rendent compte que non seulement il n'y a pas de drogue, et ils se font... Polonais ou turc Polonais ou turc? Le bateau? Oui. Je crois que le bateau est polonais, parce que le survivant, justement, le bateau explose, et il y a un survivant qui est polonais. D'accord. Et Ok, donc Polak. ce survivant, quand les flics lui demandent « Mais Ah. qu'est-ce que vous avez vu ?» Le flic répond « Kaiser Soze ». Ah. Donc état d'alerte, et là il convoque donc le seul survivant du gang des 5, Kevin Spacey. Voilà, donc... Alors, je suis à la recherche de toujours mes informations sur Kaiser Soze. Que veut dire Kaiser Soze? Mais je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a plein effectivement d'indications comme quoi Kaiser Soze est vraiment passé entre guillemets dans les références de la pop culture. En tout cas, ce twist de... Ah bah ce twist il était vu un nombre incalculable de fois. Hein. Et alors justement, je pense que c'est un des sujets justement à aborder, c'est que de mémoire, alors ouais, il faut savoir que pour moi, Usual Suspect, c'est mon premier film de cinéma, on va dire. Oh. Alors pas dans le sens où j'avais déjà été au cinéma avant, mais quand il est sorti, quand je l'ai découvert, j'étais au lycée. C'était genre en 2001 ou 2002. Je venais d'avoir un lecteur DVD pour Noël pour la première fois. Et donc j'ai été m'acheter avec le peu d'argent que j'avais. Il y avait une boutique spécialisée pas très loin de chez moi, et donc avec le peu d'argent que j'avais, j'ai été acheter un film un peu au hasard, en regardant voilà, les jaquettes, en me fiant un peu au conseil des vendeurs, et donc bah, j'ai choisi Usual Suspect. Ok. C'est un excellent choix. Et voilà, et donc découverte complètement surprise, parce qu'au final j'avais aucune idée de ce que j'allais regarder. Et comment dire, donc de mémoire, j'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, les années 90, il y a eu 2 films qui ont en fait vraiment lancé la mode des films à twist. Usual Suspect et Sixième Sens. De Night Shyamalan. De M. Night Shyamalan, yes. Et je pense qu'on reparlera de Shyamalan qui a une série, je crois, en développement. Oui, The Servant, que j'ai pas eu le temps de voir, qui est sur Apple TV. Mais je pense que la carrière de Shyamalan est très intéressante, beaucoup plus intéressante que ce qu'on en dit. Ce n'est pas que l'homme à twist comme. Et justement, ces twists, c'est un peu justement une malédiction, parce que ces 2 films ont vraiment marqué la décennie. Et quelque part, à partir de là, comme souvent, quand il y a un truc qui fait sensation, c'était un peu comme le premier phone footage, etc. Après, tout le monde s'engouffre dedans. Et donc, on s'est bouffé après des films à twist en veux-tu. Voilà, il fallait qu'un film ait absolument un grand retournement final qui change complètement la lecture du film. Alors, parfois pour le meilleur et souvent... pour le pire. Parce que, pour le pire, voilà. Parce que souvent, c'est juste histoire de mettre quelque chose à la fin qui tient rarement debout, d'ailleurs. C'est un des gros problèmes des films à twist, c'est que bien souvent, et même certains Shyamalan, c'est très ténu pour qu'on y croie. Et je pense aussi indirectement que ça a justement influencé aussi le blockbuster moderne. Parce qu'on est passé justement au départ il faut que le twist soit en fin de film, sinon entre guillemets ton film est raté, à justement aujourd'hui des blockbusters où tu dois obligatoirement avoir 3 ou 4 retournements complets de situation en cours d'histoire. Alors, je sais pas si c'est vraiment Usual Suspect, mais pour moi, le deuxième le climax, le double climax, c'est toujours une marque de fabrique de Terminator 2 donc, et de James Cameron. Donc peut-être qu'il y a une double influence sur la société américaine, mais n'importe quoi, donc, sur les films américains, à la fois Bryan Singer et de... peut-être Christopher... pas Bryan Singer en tant que tel, mais le phénomène, on va dire, du film à twist, quoi. Le développement du film à twist. Quoique, est-ce qu'on peut pas remonter à Twist à Saint-Tropez? moi, je pose la question. Tu mérites un Christophe Lambert. On l'a pas assez mis ce soir. Pardon. Non, pas pardon. Bon, je t'ai jugé, mais en toute honnêteté, j'allais la faire. Voilà, un double. Hop, Pardon.
Je pense que cet extrait, on va l'utiliser souvent. Vous allez le revoir après. Voilà. Donc, Voilà, le lancement, j'ai envie de dire, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'avais. C'était avec ces deux films, Sixième Sens, Suspect, lancement d'une nouvelle mode dans le cinéma. après, Sixième Sens, c'était en quelle année? 99, je crois. Voilà, donc on est quand même proche. 3 ans après, ouais. 3-4 ans suivant ce qu'on se trouve. Oui, alors sorti en 99, mais du coup, ça veut dire certainement tourné en 97-98. Ouais. Bah, sachant que Shyamalan, c'est un peu plus compliqué que Usual Suspect à le sortir. Donc voilà, donc peut-être, possible, probable, effectivement. Donc du coup, alors on a vu l'aspect mythique de Kaiser Soze. D'ailleurs, quelle est la légende qui entoure Kaiser Soze? Je pense que j'ai un petit extrait du film pour bien le mettre en mémoire. Mais qui est Kaiser Soze? On sait très peu de choses, peut-être qu'il est turc. D'après certains, son père était allemand. Mais personne ne croit vraiment qu'il existe. Car personne ne l'a jamais vu, et jamais personne n'a bossé pour lui directement. À croire ce que Kobayashi disait, n'importe qui peut bosser pour Soze. On n'est jamais sûr. C'était tout son pouvoir. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Mais il y a une histoire qu'on m'a racontée, une histoire que moi je crois, qui s'est passée quand il était en Turquie. Il y avait une bande de Hongrois qui voulaient leur propre organisation. Ils avaient pigé que pour prendre le pouvoir, il n'y avait pas besoin de flingues, ni de pognon, ni d'être nombreux. Il suffit de la volonté d'oser faire ce que les gars d'en face n'oseront pas. Au bout d'un moment, ayant un peu établi leur réseau, ils s'en sont pris à Soze. Lui débutait à l'époque, il trafiquait de la dope à Ankara. Les Hongrois débarquaient dans sa baraque à l'après-midi pour lui piquer son territoire. Ils n'ont trouvé que sa femme et ses gosses à la maison, ils ont décidé de l'attendre. Chez lui, Soze trouve sa femme violée et ses enfants hurlant de peur. Les Hongrois savaient que c'était un dur, qu'il fallait pas rigoler avec lui. Ils lui ont montré qu'ils n'étaient pas là pour plaisanter. Ils lui ont dit qu'il voulait son territoire et tout son business. Soze a regardé lentement le visage des membres de sa famille. Ensuite, il a montré à ses hommes volontaires ce que c'était la véritable volonté. Donc c'est hyper radiophonique. Il leur a dit qu'il préférait voir toute sa famille morte à ses pieds plutôt que de céder à leur chantage. Il a laissé Kaiser Soze a tué sa femme et ses gamins. Il a attendu que sa femme et ses enfants soient enterrés, alors il s'occupait du reste de la bande. Il a buté leurs mômes, il a buté leurs femmes, il a buté leurs parents et les amis de leurs parents. Il a foutu le feu à leur baraque et au magasin où ils bossaient. Il a buté des mecs qui leur devaient du fric. Et là-dessus, il s'est envolé dans la clandestinité et personne ne l'a revu depuis. C'est devenu un mythe, un genre de père fouettard dont les malfrats parlent à leurs gosses le soir. Fais gaffe, si tu balances papa, Kaiser Soze viendra te chercher. Personne ne croit vraiment qu'il existe. Et vous, personnellement, vous y croyez? Keaton répétait tout le temps, je ne crois pas en Dieu, mais j'avoue qu'il me fait peur. Oui, bien, moi je crois en Dieu. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Voilà, donc c'était un extrait du Usual Suspect. Donc l'histoire de Kaiser Soze racontée par Kevin Spacey, enfin racontée par lui-même, ou comment s'auto-ériger enfin s'auto-déifier ou s'auto-diaboliser, ça dépend comment on prend la chose. Donc vraiment un vrai travail de manipulation. Donc le film du boom pour Bryan Singer. Voilà, le film du boom pour Kevin Spacey. Mais peut-être aussi le film de la malédiction pour Bryan Singer. Ah, alors là, va falloir que tu... dans le sens où, donc c'est son 3e film. C'est celui qui fait vraiment exploser, mais c'est peut-être aussi celui qui crée des attentes un peu démesurées à son égard. Bryan Singer, par la suite,
a eu beaucoup de mal en fait à renouer avec le succès et a plutôt une carrière justement en dents de scie, à tel point qu'il a failli à un moment ne plus tourner. Son film suivant, alors on en reparlera si on fait une spéciale Stephen King, qui était dans les tuyaux. C'était un Néo-Doué, mais qui apparemment n'a pas marché. Qui n'a pas marché, qui est pourtant très très bon. Et ensuite, il y a eu donc les 2 premiers volets d'X-Men. Qui étaient très très bons aussi. Qui étaient très bons, qui ont marché. Voilà. Mais ensuite... Superman Returns. Football Wives. Alors, c'est un pilote de série, donc on va peut-être le mettre de côté. Valkyrie. Qui n'a pas marché. Et déjà à l'époque de Valkyrie, en fait, on en parlait comme du film de la dernière chance pour Bryan Singer. Et pourtant, c'était très bon, Valkyrie. Moi, un très bon rôle pour Tom Cruise, qui était très intéressant. Bon, après, il est revenu avec... Jack le chasseur de géants. On parle de sa carrière de réalisateur. Oui, parce qu'il y a des choses entre, mais... Bon, on va peut-être pas en parler trop non plus. Ensuite, il a repris la main sur les X-Men. Days of Future Past. Mais qui était assez confus, en fait. Qui était... Ouais, disons que c'était pas X-Men le commencement, quoi. Il y a eu une refonte avec X-Men le commencement, et il a fait la suite de cette refonte-là. Et ça manque. Donc ensuite, il a réenchaîné en fait avec Apocalypse. Oui. Et il s'est fait remplacer sur Bohemian Rhapsody. Ah non? Ah bon? Si, il s'est fait remplacer, c'était lui qui était prévu à la base. Il s'est fait remplacer par Dexter Fletcher. D'accord. Voilà. Donc il n'est toujours pas en odeur de sainteté. Et effectivement, donc on a une carrière un peu en dents de scie, mine de rien, malgré d'un seul coup un éclat vraiment... éclat de brillance avec Usual Suspect, quoi. Oui, mais de base, il fait un caméo dans Star Trek Nemesis. Et puis rien que pour ça, je suis désolé, ce type mérite toute notre considération. Alors, il a produit Dr House. Oui. Ah oui. Voilà, c'est l'homme qui nous a amené Dr House à l'écran. Oui, donc Dr House, j'ai vu que l'acteur n'était pas contre un retour. Donc pourquoi pas. Bon. Donc voilà, c'était pas forcément évident pour lui après. Je crois qu'il y a eu des accusations aussi un peu d'agression sexuelle entre-temps. Oui, mais ça a l'air d'être une constance à Hollywood en ce moment. Mais surtout... sauf qu'on parle de ça déjà au niveau d'un élève doué, en fait. On parle pas de quelque chose de récent. Oui, mais avec Brad Renfro, oui. De toute façon, tout comme Kevin Spacey, c'est sorti il y a quelques années, mais c'était beaucoup plus vieux. Tout le monde était... Alors c'est un truc qui est horrible et je m'en excuse de parler comme ça au cours de ce podcast, mais ce sont des histoires qui sont plus vieilles que vous ne le pensez et dont tout le monde était quasiment au courant. Donc Kevin Spacey, c'était un peu... Tout le monde savait, personne n'a rien dit. C'est un sacré spécimen. Voilà. Alors non. Donc on peut pas dire non plus qu'il ait fait une carrière extraordinaire, quoi. Ouais, pourtant. Et pourtant, il a eu plusieurs nominations, mais il y a des récompenses. Pour Usual Suspect, il y a eu le prix d'argent officiel international du film de Tokyo, Empire Award. C'était pas non plus des grosses. Il n'y a pas eu des grosses récompenses pour notre ami Bryan Singer. Bon, enfin bref. Alors, recentrons-nous sur le film. Oh mon Dieu, je viens d'apprendre que c'est le cousin de Mark Singer. Dans la série V. Non. Acteur de la série. Voilà, hop, pas de commentaires. On revient à... C'était trop bien vu. Ça faisait peur à l'époque. Ah oui, avec ces lézards. La scène du bébé, quoi. L'accouchement. Traumatisme, quoi. Ah, puis traumatisme avec cet alien végétarien. Joué par Robert Englund. Mon Dieu. Déjà à l'époque, il y avait des végétariens.
Donc, voilà, donc un film au final bien réalisé, très bien écrit. Oui, Christopher McQuarrie, on en a parlé au début. Voilà, très bien interprété. Très bien interprété, très bien monté, avec des retournements de situation. Donc un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma. C'est un peu pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Faut être sérieux. Si ça avait été Doom, on n'en avait pas parlé. D'ailleurs, on fera un numéro spécial sur Tooth Fairy avec Dwayne Johnson. Oh mon Dieu. Alors non, tu sais quoi, un jour, ce qu'on devrait faire, c'est une émission où on se mate le film et on commente le film en même temps. Ça, c'est une idée. Après, je pense qu'on va se faire chier assez vite. Alien Crystal Palace. J'ai commandé le DVD si tu veux. Moi aussi. chez toi ou chez moi. Voilà. Donc, je pense que c'est la fin de... Voilà, encore 2-3 petites choses à dire, fais voir. La musique d'Ottman, on en a parlé. Que c'était un succès au box-office, un succès surtout critique. Oui. Il y a eu de nombreuses récompenses. De nombreuses récompenses. Surtout pour le scénario et pour l'acteur Kevin Spacey. On a eu... Il y a cette scène, la fameuse scène d'interrogatoire aussi, qui au final était improvisée. Ah bon ? Alors improvisée non, mais dans le sens où donc effectivement il y a cette anecdote ça qui était dans les bonus. Donc au tout début du film, les 5 malfrats ne se connaissent pas, sont convoqués pour la parade, donc la fausse identification. Oui. Sont alignés entre guillemets ensemble. Vous savez, pour identifier les témoins, avancez-vous, est-ce que c'est celui le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 ? D'habitude, t'as genre 2 malfrats dans le lot et le reste, c'est des flics qui ne sont pas connus, quoi, pour... Et là, ils en ont foutu 5. Déjà, il est à la con. Et ils leur font répéter une phrase à la con. Et donc, effectivement, on les voit un peu partir en roue libre, notamment Stephen Baldwin qui se met à tirer la langue et à faire n'importe quoi. Et les autres qui sont morts de rire à côté. Et donc, en fait, on apprend après que cette scène, en fait, c'était pas une prise, entre guillemets, officielle. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à la faire. Et à un moment, hors prise, mais en laissant tourner la caméra, ils se sont tout simplement laissés aller. Moi, j'avais lu que Gabriel Byrne était connu pour son calme exemplaire et que les autres comédiens ont tout fait justement pour le faire éclater de rire. Exact. Moi, c'est ce que j'avais lu. Donc, Il fait peur, Gabriel Byrne, quand même. Il fait peur, Gabriel Byrne. Ouais, mais quel acteur. Il est génial dans Cool World. Pardon. Je ne sais pas bien. Attendez, on va remettre le rire. Merci. Pardon. Ouais, non, mais donc effectivement, cette prise-là, selon mes sources, qui sont toujours très mal informées, sachez-le, c'était effectivement, et Bryan Singer en avait eu marre et a laissé tourner parce qu'ils faisaient n'importe quoi les acteurs mais de base réunir 5 acteurs comme ça sur le plateau et s'attendre à ce que tout se passe bien, déjà c'est une folie. Surtout que Benicio del Toro, était pas très connu à l'époque, mais c'est un peu un électron libre sur les tournages, dans le sens où il a un espèce de personnage qui mâche énormément les mots. Ah oui. Et ce n'était pas prévu. Surtout ça se voit surtout en VO que effectivement et les autres acteurs ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ça leur a posé beaucoup de problèmes. Et en fait, c'est Benicio del Toro qui allait voir Bryan Singer qui lui a dit écoute, j'ai pas un grand rôle, est-ce que tu m'autorises un peu à lui donner un peu de caractère en lui donnant 2-3 caractéristiques. Et Singer a dit ok, et en fait ils l'ont pas dit aux autres. Ouais, et ça marche, même s'il se fait buter en premier. Voilà. Ou encore Kevin Pollak, qui a plutôt la réputation de pas être un mec sympa. Oh, c'est faux ça. Ah bon ? Attends, et moi j'ai bu avec un Polac. Je veux te dire qu'ils sont très très sympas. Surtout au 3e verre. Enfin bref, Kevin Pollak a plutôt la réputation d'être assez dur sur les plateaux. Ouais. Oui. Et pas très facile à vivre, quoi. Donc bon. Ouais, non, mais c'est vraiment une certaine image d'Hollywood. Est-ce qu'il y a des usual suspects actuellement, des films qui ont cette grandeur avec un tel casting qui existe encore de nos jours ?
C'est une dure question que je pose. C'est une dure question. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment, entre guillemets, revenu de cette mode du film à twist. Et qu'au contraire, on est passé dans des... Comment dire en tout cas, pour des grandes productions, dans des trucs où les retournements, entre guillemets, où maintenant on a, entre guillemets, deux versions dans le même film, par exemple. On parlait, par exemple, dans le dernier podcast, quand je parlais du PIF, de ICU. Oui. Où en fait il y a un élément au milieu du film qui change complètement la perception et où on change de point de vue directement dans le film. En fait, au départ, on est sur une famille qui est dans une maison, il se passe des choses bizarres dans la maison, et donc on est là en train de psychoter en mode ça va être quoi? Ça va être un film de maison hantée, ça va être un film de serial killer, ça va être un film de machin, et donc après on change complètement d'aspect. Parce qu'on passe en fait du côté de ce qui s'est passé de bizarre dans la maison. Et donc on a l'autre point de vue. Et on a un peu ce genre de choses qui se développent, j'ai l'impression. Un petit peu comme dans Ne coupez pas, où Oui. où la séquence, on a la séquence filmée, puis après le tournage. Exactement. Donc, ok. Et j'ai l'impression qu'on est plus passé maintenant on est revenu de cette mode du twist à tout prix. Pour un truc un peu plus explicatif. Voilà, des choses beaucoup plus narratives. Et s'il y a des retournements, ils interviennent non pas pour créer la sensation à la fin du film, mais plutôt justement pour changer de braquet en cours de route et donner une autre dimension, prendre une autre direction. Ça, c'est un peu comme tous ces films où on découvre au milieu du film que c'est l'un des personnages le méchant. Par exemple. Voilà. Ou c'est celui qu'on s'attendait que ce soit un gentil, le vieux monsieur au bout de la rue, qui est en fait une saloperie qu'on découvre au bout d'une heure. Il reste une heure de film et on assiste à ses manigances sur la dernière heure. Non, mais effectivement, je pense que tu as raison, mais je crois en Shyamalan qui va revenir. Ça me rappelle un peu The Silent House, en fait. Oh. Le plus gros plantage. Alors, Silent House, il avait deux énormes défauts. C'est que, d'une part, il était en plan séquence, réel, film en temps réel. Ouais. Et donc, il a voulu, entre guillemets, en plus ajouter à ça, le méga twist de fin qui change toute la perception du film. Sauf que son méga twist de fin... Alors, je suis désolé, mais comme c'est un film de merde, je vais le spoiler. Donc, voilà. Tu as le droit. Voilà, on suit en fait une jeune fille et elle ne quitte pas l'écran. Et donc, elle est dans une maison avec son père et il se passe plein de phénomènes bizarres. Et à un moment, son père est assassiné, etc., etc. Et le twist, c'est quoi ? C'est qu'à la fin, en fait, c'était la fille qui était la meurtrière. Oh ! Sauf que son père a été assassiné hors champ de caméra et que elle était dans le champ de la caméra au moment où t'entends le père crier, agoniser, et qu'après elle court, elle monte les escaliers pour le retrouver complètement ensanglanté et mort. Donc si tu veux... c'est pas possible. C'était juste absolument pas crédible, mais comme il fallait à tout prix, entre guillemets, je pense qu'il s'est dit, je vais à tout prix mettre un twist à la fin, ouais. On était dans l'absurde complet, quoi. Et c'était pas l'absurde séance. Non. Donc voilà, très mauvais film, The Silent House, like Casamuda. Si vous pouvez ne pas le voir, saisissez l'occasion. Voilà, donc on vous conseille de ne pas le voir. Mais par contre, vous pouvez voir Usual Suspect. Ah oui. Donc je pense qu'on vous conseille tous les deux Usual Suspect. De toute manière, c'est un film qui est rentré bon gré mal gré dans l'histoire du cinéma. Enfin, même bon gré, parce que oui. C'est un bon film. Est-ce qu'on a des petites recos ? Parce que, pour terminer pour terminer, parce que là je vois qu'on est déjà plus d'1h40. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on fait encore 1h30. Oui, mais là... Allez, 1h30 de reco. Allez, 1h30 de reco. Allez, vas-y. Tu en as, toi ou... Alors moi, c'est une reco qui vient d'ESC. C'est le coffret British Terror qui est enfin complet. Alors, donc, c'est plein de films. Alors, ce n'est pas uniquement de la Hammer. Donc, la moitié est consacrée à la Hammer, cette mythique société de production anglaise. L'autre moitié est consacrée à l'Amicus, cette mythique société de production anglaise. Qui dans un assortiment de films qui est plutôt intéressant. Donc, toute la première partie, c'est des films à sketch
On a le train de la terreur, dans le train des épouvantes, pardon. On a Freddy Francis. Ah oui. Freddy Francis. Ils n'ont pas mis le club des monstres, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Donc dans cette première partie, on a Asylum, on a plein de films comme ça. Et sur la deuxième partie, les Hammer, on a il n'y a pas de Dracula, mais on a un momie, on a un Frankenstein, et c'est énormément de petits entre guillemets petits films de la Hammer qui sont tous très intéressants et qui sont restaurés, mais d'une manière sublime. Qui a coupé le souffle, donc je ne peux que conseiller ce coffret qui vaut un paquet d'argent maintenant, parce qu'il y a quoi, il y a 38 films, je crois, un truc comme ça. Ah, beaucoup moins, tu divises par deux. Mais bon. Là, je crois qu'on est à 15 films. D'accord. Alors par contre, attention, ne regardez pas trop de films de la Hammer, ça va vous rendre marteau. Tadam-tam. Il me faut un tadam-tam. Après le rideau Christopher Lambert, il faut un tadam-tam. Histoire de varier un peu les plaisirs. Voilà, donc non, je vous conseille cette. Puis de toute manière, ES Édition commence à avoir des. Enfin, commence. Ça fait un moment qu'il commence à avoir des éditions qui sont très intéressantes, et dont cette sélection British Terror que je vous conseille parce que je suis un immense fan de la Hammer. Voilà, c'est dit. Jérémy. Alors, 2 recos pour moi. Ah, 2 ? Oui, alors, une première reco ciné. Oh. Alors, c'est un peu obscur, j'espère qu'on en parlera un de ces jours. Mais Terrifier. Ça me parle, vas-y. Terrifier, c'est un film que je retrouve le réalisateur de Damien Leone. Voilà, un film américain qui est un pur plaisir gore. D'accord, du gore. Voilà, grosso modo. Alors, c'est un peu. Alors, je pense que j'aimerais en reparler un jour, parce que vraiment, en fait, voilà, c'est un personnage qui s'appelle Art the Clown. Art, donc A-R-T, The Clown. Bah, ça m'a l'air très bien. Et voilà. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne figure du cinéma d'horreur actuel. Il est vraiment très glauque. Ah ouais, sachez que si vous êtes coulrophobe, c'est mort. Voilà. J'ai les images sous les yeux, c'est... Et donc, voilà, donc Terrifier, ça raconte tout bêtement, le soir d'Halloween, Art le Clown, il est de sortie, et il zigouille tout ce qui se trouve sur son passage. Il y a vraiment beaucoup d'inventivité dans certains meurtres. Ouais. Voilà, je vous spoilerai pas, mais j'ai jamais vu quelqu'un découper en deux une personne comme ça. Bon, c'est un film qui est sorti en 2017. Voilà, c'est très très gore, c'est vraiment de la pure série B pour le plaisir, quoi. Alors, gore autant que Clownado ou pas ? 100 fois plus gore que Clownado. Vas-y. Oh là là. Et donc, petite surprise que j'ai découvert vraiment tout à l'heure en essayant de préparer quelques news. Il y a une édition limitée Steelbook, Blu-ray et DVD qui peut être commandée sur le site de Dread Central. Voilà, via leur shop. De Terrifier ? Oui. Alors, la question se pose de savoir si le Blu-ray est compatible toute zone ou pas. Voilà, c'est le seul regret. Je sais pas, parce que voilà, j'ai exploré un peu les contrées d'Amazon. Ça n'a pas l'air disponible chez nous. Mais en tout cas, voilà, une édition collector en steelbook assez jolie. En tout cas pour les fans de cinéma d'horreur. Et, tiens, pour te montrer, voilà, il a des coupes par là. D'accord, ouais, c'est classique. Alors, Jérémy est en train de me montrer une femme pendue tête en bas, enfin pendue non, jambes écartées, suspendue tête en bas, et jambes écartées, c'est vraiment coupé à l'horizontale, à la verticale parfaite. Voilà. Voilà. Et donc voilà un Blu-ray, enfin une édition assez fournie avec des commentaires audio. Des scènes, un making of, des scènes coupées, une interview avec l'actrice, un timelapse du maquillage du clown, voilà les trailers, voilà, et un poster. À noter que Terrifier 2 est en production. Damien Leone avait lancé un financement participatif en expliquant que c'était non pas pour financer tout le film, mais que pour mettre en œuvre vraiment sa vision de 2 fois plus de gore que dans le premier, il avait besoin de budget supplémentaire.
Et grosso modo, je crois qu'il avait besoin... Alors, je veux pas dire de bêtises, j'ai plus les chiffres en tête. Mais admettons qu'il avait besoin de 70 000 $. Et il en a récolté genre 170 000, quoi. Avec des contreparties complètement nawak dans l'esprit du film. Il y avait même un costume de Art le clown. Voilà, quoi. Vraiment, le clown est flippant. Son design est bon. Ouais, j'ai vu, je ne le conseille pas aux personnes un peu sensibles. Alors que, ouais. Et deuxième news. Vas-y. Alors là, je suis fier de mon coup parce que du coup, j'ai le sentiment que je vais t'apprendre quelque chose sur un groupe que tu m'as fait découvrir. Ah merde. Jaz Coleman. Oh, Killing Joke. Vas-y. Voilà, le leader de Killing Joke qui vient de sortir le 23 janvier un nouvel album, Magna Invocatio. Alors j'étais déjà au courant. Donc voilà, des reprises de Killing Joke, mais reprises à l'orchestre philharmonique. Qu'il a d'ailleurs dirigé à plusieurs reprises. Il a dirigé à plusieurs reprises. En fait, Jaz Coleman, venant d'horizons multiples et variés, a aussi une très très grande culture et formation en musique classique. Oui. Il a composé d'ailleurs des albums de musique classique et d'opéra. Et des reprises de Pink Floyd et de Led Zeppelin en musique classique, oui. Donc voilà, si vous êtes fan de Killing Joke ou de Jaz Coleman, voilà, il y en a rien de plus à ajouter à la collection. Magna Invocatio. Et effectivement, ça, je ne peux que plus soyer ce conseil, cette reco. Jérémy, nous avons fini. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous avons fini pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé ce podcast, même s'il a été un peu parfois décousu. De toute façon, on reverra ça au montage. Hein. Il y a 2-3 trucs là. Alors, sachez que là, sur mon enregistreur, on est à déjà 1h51, sans compter les moments où on a coupé le son pour diverses raisons. Et je coupe le son. Et je remets le son. Voilà. Donc, à moi et Jérémy de vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à liker la page du Ciné était fermé de l'intérieur sur Facebook. N'hésitez pas à me faire coucou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, coucou. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur Apple Podcast, sachant que je n'y ai pas foutu les pieds depuis que j'ai fait depuis que j'ai fait l'inscription. Un moment va falloir que j'y aille, mais je retrouve plus les codes. Je sais, c'est ballot. N'hésitez pas, donc si vous voulez nous contacter, utilisez plutôt Facebook. Voilà, n'hésitez pas à allez voir la photo de la pizza postée très bientôt. Je compte sur toi pour pourrir ma réputation, vas-y. N'hésitez pas, donc 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. 5 étoiles où que vous soyez d'ailleurs. Ouais, où que vous soyez. Ouais, non, mais voilà. Nous partagez si vous nous aimez. Ne partagez pas si vous nous aimez pas. Ou partagez quand même si vous n'aimez pas. Dites tout le mal que vous pensez de nous. Ouais, de toute façon, nous... en général, on le sait, on se fait notre propre autocritique. Voilà, donc on espère que... ça, j'ai déjà dit ça. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée, on se retrouve... On se retrouve prochainement. Mi-février, du coup on espère mi-février. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait une spéciale Saint-Valentin ? J'adorerais parler de Love Actually. Tu veux faire une spéciale Saint-Valentin ? Tu sais quoi ? Ici même, un mi-février pour la Saint-Valentin, un spécial Saint-Valentin. Chacun, on va sélectionner 5 films de Saint-Valentin alors, qui nous ont marqué. Est-ce qu'on fait quand même le thème qu'on avait prévu et on fait juste un encart Saint-Valentin ? On va juste faire un encart Saint-Valentin parce que ça va très vite me saouler. ça va très vite me saouler cette histoire. Et donc vous êtes prêts pour un épisode de 3 heures. Le top 15 le top 15 de la Saint-Valentin. Je mettrai 2-3 pornos là-dedans pour histoire d'arranger les choses. Est-ce qu'on spoil tout de suite le prochain thème ? Si tu veux, si tu décides. Donc bientôt, nous parlerons donc de Rian Johnson. Voilà, Rian Johnson, grand réalisateur, connu dernièrement pour l'un des Star Wars les plus décriés. Et aussi l'un des meilleurs films de l'année 2019. Oui, à couteau tiré. Mais pas que. Pas que ça,
parce qu'il a une filmographie qui est intéressante et c'est bien de mettre en avant des filmographies un peu moins connues de personnes qui sont encore en activité, parce qu'on va pas parler de Charlie Chaplin tous les soirs. Voilà, merci. Vivement un spécial Christian Clavier. Oh non, mon Dieu. Oh. Ok, Michael Youn alors. C'est un peu plus. Non, mais moi j'attends la spéciale Raymond DeVos. Je suis désolé. Donc passez une bonne soirée. On vous aime. Et puis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Oui, il y a le portrait robot, mais bon, est-ce que Verbal est Kaiser Soze ou est-ce que enfin pour moi c'est pas si clair que ça justement. Ou est-ce qu'il n'est qu'un agent? C'est ça. C'est parti. Maman va coucher. D'accord, donc maman est en train de dormir, donc tu viens embêter papa et Jérémy pendant le podcast. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Mais merci Héloïse. Donc si tu veux, tu peux nous écouter. Nous en train de parler de Sujet Suspect. Tu peux. Mais par contre, il ne faut pas faire de bruit. Oui, donc c'est un podcast familial que nous faisons aujourd'hui. Le ciné était fermé de l'intérieur, l'ami des enfants.